à lui. On parle tout de suite de Donald Trump et de son défilé, des chars sur l'esplanade du Mall à Washington, des avions dans les airs. C'est donc cette parade pour l'Independence Day, c'est la première du genre, et le président américain est très enthousiaste sur Twitter, ses adversaires un peu moins. On a récolté, enfin en tout cas l'AFP l'a fait pour nous, quelques réactions de passants à Washington. This military equipment is totally inappropriate to be here on the 4th of July, which is a national, unpolitical holiday for the United States. We love America, and this is one of the biggest celebrations of the 4th of July that I've ever seen, and I think Trump is the best president that America has ever had. I guess my opinion is somewhere in between. I don't think it's outrageous, but it's kind of a waste of money, actually. Alors Bertrand Perrier, on devrait être fier finalement que les Américains nous empruntent notre 14 juillet. On doit être d'autant plus fier que, semble-t-il, Trump explique qu'il a eu l'idée de cette parade qui est totalement inédite en effet aux États-Unis lorsqu'il est venu au 14 juillet invité par le président Macron. Et donc on peut être fier de cette réplique. Malgré tout, on ne peut pas échapper au constat que tout cela relève d'une manœuvre électorale à gros sabots, puisque le président Trump vient d'annoncer à Orlando cette semaine qu'il était candidat à sa succession. Et il va évidemment jouer de son statut de président pour essayer, au bénéfice de cette démonstration de force, de jouer aussi le rôle du candidat. On reviendra peut-être sur les thèmes de campagne qu'il a déjà esquissés, mais évidemment, il y a un mélange des genres entre le président et le candidat qui est assez criant dans l'organisation de ce défilé. Mais vous le disiez, il l'avait déjà annoncé, à peine avait-il quitté le défilé du 14 juillet il y a 2 ans. Donc là, à ce moment-là, il n'était pas encore candidat à sa réélection. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de doutes sur le fait qu'il briguerait un second mandat. Mais effectivement, il y a des invitations qui ont été données aux partisans de son camp, il y a aux grands donateurs qui sont invités à la parade. C'est une manœuvre électorale un peu grossière, Gabrielle Cluzel. Je pense que rien n'est innocent quand on rentre en période électorale. Ça dit que je remarque que dès que ça touche Trump, il est convenu que ce n'est pas bien. On dit il parade quand parader. Voilà, tout est du registre. D'ailleurs, j'ai remarqué en général des gallinacés. Il fait le coq. Il est là, il parade comme un pan. Écoutez, quand Emmanuel Macron regarde son défilé, il parade pas. Il est fier de son armée. Je crois que tout le monde est d'accord. Donc peut-être que Donald Trump aussi. Vous le disiez, je crois qu'il avait dit à l'issue du 14 juillet, je veux le même, d'une façon très trumpesque. Et en effet, on voit qu'il y a des avions de chasse qui ressemblent un petit peu à la patrouille de France dans l'air. Il y a un certain nombre de choses tout à fait similaires au 14 juillet. Dire que c'est tout à fait neutre dans sa campagne électorale, non, mais un enfant de 4 ans sait bien que n'importe qui d'autre à sa place aurait réfléchi à la façon la meilleure de se mettre en avant dans ce genre d'événement. Donc il me semble que c'est un procès un peu artificiel qu'on lui fait là. Lucie Schmitt, je me souviens que les Verts avaient à un moment exprimé un vœu pour que on supprime le défilé militaire du 14 juillet. Je me rappelle que c'était lorsqu'Eva Joly, donc avant la campagne présidentielle de 2012, donc en 2011, avait dit qu'en Norvège, par exemple, un défilé du 14 juillet militaire aurait été totalement anticulturel et donc elle avait plaidé pour un défilé pacifique. Donc là, ce qui est très intéressant, effectivement, j'avais presque oublié ce souvenir. À l'époque, je m'étais dit, mais qu'est-ce qui se passe là? On ne peut pas importer une culture. Vous aviez pensé quoi, justement? Moi, je m'étais dit que c'était une erreur du candidat, de la candidate Eva Joly, parce qu'on n'était pas en Norvège. Et j'aurais tendance à reproduire le même raisonnement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est pas en France, on n'est pas à Paris, on est à Washington. Et d'ailleurs, même géographiquement, c'est très compliqué d'organiser un défilé militaire. Lorsqu'on regarde les choses, ça ne sera pas du tout l'équivalent de la démonstration de force. Non, déjà, les chars ne peuvent pas, ça abîme trop la chaussée. Donc, il faut laisser les chars statiques. Et puis, on voit bien que c'est clairement un acte électoral, alors que nous, ce n'est pas un acte électoral, le défilé du 14 juillet. Pourquoi? Parce que ça clive, en fait, dans les témoignages que vous avez montrés. Il y a ceux qui disent Donald Trump est un génie, et ils le pensent depuis qu'il a été élu, et puis il y a ceux qui n'aiment pas Donald Trump. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, vous avez raison. En fait, aux États-Unis comme en France, dès qu'il s'agit de Donald Trump, il y a les pour et les contre. Et quelque part, cet acte-là va encore renforcer les deux camps. Donc, c'est fait pour. C'est un acte électoral. Et on peut regretter
qu'on soit de droite, de gauche, Trump ou anti-Trump, qu'une fête nationale soit récupérée comme un acte électoral. Je pense que c'est Ce qui n'a jamais été le cas finalement en France. Enfin, je ne sais pas si ça n'a jamais été le cas, mais bon, en tout cas en France, en France, il me semble que il y a tendance, on a tendance à dire j'ai fait un plus beau défilé que vous. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a eu des polémiques autour des derniers 14 juillet, par exemple, quand des troupes étrangères, ou sur les invitations, mais même sur l'opportunité de faire défiler des troupes étrangères qui n'a pas été bien perçue à droite, par exemple. C'est vrai. Donc, l'affaire Kadhafi qui. Alors ça, c'était parmi les invités. Mais on voit bien que c'est pas tout à fait littéralement sur les Champs-Élysées, ça rappelle des mauvais souvenirs à certains. Enfin là, on passe d'une manifestation, comme ça a été dit, apolitique et pacifique, à quelque chose de plus guerrier. Donc quelque part, c'est l'attitude guerrière de Donald Trump qui rentre en candidature et voilà. Et de toute façon, il a une attitude guerrière systématique dans ses tweets vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Europe, ou lorsqu'il dit que finalement il préfère le Brexit à l'Union européenne. Enfin, il y a quelque chose de très guerrier et donc c'est le symbole même de ce qu'est Donald Trump. Voilà. Marc Landry, il y a un autre argument qui vaut ce qu'il vaut, mais certains Américains disent finalement ça coûte très cher et on ferait mieux, parce que je crois que le budget en question pour Washington est pris sur celui des parcs nationaux. Une partie. Sauf qu'on ne connaît pas le budget de la fête telle qu'elle est prévue cette année par Donald Trump. Avec un feu d'artifice grandiose. Qui va durer 2 fois plus longtemps qu'à l'accoutumée. Bah oui, mais c'est Donald Trump, il est plus tout, donc fake news. Donc oui, bon, combien ça coûte ? Et franchement, à la limite, c'est un faux débat, c'est pas un problème. Parce que quand bien même ça coûterait $100 millions, qui était le montant d'une célébration du 11 novembre à laquelle avait pensé Donald Trump et qui avait été annulée quand on avait justement connu le montant du budget de l'organisation. Quand bien même ça serait 100 millions par rapport à l'ampleur du déficit américain, franchement. Et de toute façon, je pense que Donald Trump, qui se considère comme étant le meilleur businessman qui n'a jamais été élu à la tête des États-Unis et que, comme il faut rendre à l'Amérique sa prestance d'avant, franchement, ça les vaut bien. Ça illustre assez bien aussi l'ambivalence du rapport entre les Américains et leur armée. C'est-à-dire que nous, pour notre fête nationale, rituellement, on fait un défilé militaire. Alors que eux, qui ont les vétérans, qui ont un culte quasiment de leur militaire, précisément, n'ont pas cette tradition du défilé militaire et qu'il faut un Trump, effectivement, qui est toujours sur le registre guerrier, pour restaurer, ou en tout cas instaurer, puisque je crois que le dernier, c'était il y a plusieurs dizaines d'années, un défilé militaire qui, somme toute, chez nous, alors qu'on a un rapport avec l'armée, on n'a même plus de conscription, assez distant, le lien armée-nation est quelque chose d'assez distendu, eh bien, malgré tout, il y a une chose à laquelle on n'échappe pas, c'est le défilé militaire du 14 juillet. Gabriel Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le lien armée-nation. Je crois au contraire, il est excellent actuellement, et je crois que s'il y a quelque chose qui impressionne les Américains dans ce que la France peut produire, il n'y a pas grand-chose, disons-le, eh bien, c'est peut-être l'armée. Parce que précisément, quand ils sont sur les mêmes théâtres d'opération, les Français sont souvent devant au contact, ils ont un meilleur rapport avec les populations, ils savent mieux se fondre. En général, ça se passe très bien entre les Américains et les soldats américains et les soldats français. On se souvient d'ailleurs qu'avec sa façon, là encore, très trumpesque de parler, après le Burkina Faso, l'opération du Burkina Faso, il avait dit « good job les Frenchies ». Et je crois que si Trump a peut-être une once d'admiration pour quelque chose de français, c'est peut-être pour l'armée. Donc, réjouissons-nous de cela. Nous, pour une fois que nous impressionnons le président des États-Unis, moi j'ai tendance à me dire que c'est plutôt une bonne chose. Une bonne nouvelle. Alors, sauf qu'il va parler. Il va y avoir un discours alors qui devrait s'intituler, si j'ai bien regardé, Salut à l'Amérique. Alors on peut tout mettre là-dedans, mais on va. Et sans doute, effectivement. Salut à mon Amérique. On vous demandait, a-t-il raison, Donald Trump, d'organiser cette parade militaire ? Pour la fête nationale, oui, à 2/3 d'entre vous, 66% exactement. Donc vous êtes plutôt favorable. Alors Nicole, qui rebondit sur nos échanges à propos de la récupération politique ou non du 14 juillet, nous demande, quand Macron descend les champs sur le commande-car en paradant, n'est-ce pas électoraliste ? Une réponse à Nicole, Lucille. Non, je pense que c'est présidentialiste. Après, les États-Unis, comme la France, ont le culte, quelque part, d'un homme fort. Donc la question, c'est est-ce que cet homme fort représente l'ensemble de la nation ou est-ce que là, il représente, ce que je disais tout à l'heure, un peu en forme de boutade, son Amérique à lui. Et par rapport à ce que disait Marc sur la question de combien ça coûte, moi je trouve ça très intéressant parce que là, ça fait aussi partie de la culture américaine, qui est une culture où la présence de l'État, la question des finances publiques, du déficit abyssal est quelque chose qui quelque part, est moins partie du contrat entre les citoyens. Et donc combien ça coûte, ça peut être une question plus ennuyeuse aux États-Unis, même si c'est une goutte d'eau,
qu'en France. En France, on considère ça comme tout à fait normal que le défilé du 14 juillet coûte très cher. Et on ne connaît pas son montant. Et on ne demande pas à connaître. C'est pas un sujet. Et si vous interrogez un Français, ce qui va dire combien ça coûte le défilé du 14 juillet, tout le monde se foutra de sa gueule. Mais en revanche, aux États-Unis, poser cette question sur l'utilisation des finances publiques, c'est un sujet important. Et Macron, quand il défile, il exerce aussi son rôle institutionnel de chef des armées. Donc bien sûr qu'il y a un côté politique, mais il y a aussi le rôle constitutionnel de chef des armées. Et puis on peut dire aussi, parce qu'il le sait, que les derniers événements qui ont fédéré en France, qui ont fait l'unité, même en pleine crise des Gilets jaunes, au moment où elle était au plus fort, eh bien c'est quand il y a eu un sacrifice militaire. Je parlais du Burkina Faso, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu un jeune médecin militaire qui est mort là-bas. À chaque fois, il y a un moment, d'union sacrée, de trêve dans cette espèce de France archipélisée, pour reprendre l'expression de Jérôme Fourquet. Donc c'est vrai que je pense qu'un président de la République un peu futé se dit, eh bien, en mettant à côté dans la voiture qui remonte les Champs-Élysées, il rejaillit sur lui, ruisselle un petit peu de cette unité nationale retrouvée. Ce ciment. Petit quiz, ça date de quand le défilé ? Je me suis posé la question, j'ai été regardée, je dois dire. Lucille. Donc, je vois pourquoi je saurais. Moi, je suis comme Eva Joly, je vois un défilé citoyen, là, brusquement. Je ne vous fais pas languir plus longtemps. En fait, ça a été remis. C'est 1880. Le défilé, encore, ça n'avait pas lieu sur les Champs-Élysées. C'était après la défaite de 1870 pour montrer que l'armée regonflait un peu le moral des troupes. Et ça a d'abord eu lieu du côté de Longchamp, sur l'hippodrome de Longchamp, enfin dans ces coins-là, qui étaient encore. Et puis ensuite sur les Champs-Élysées, mais bien plus tard. Depuis quand sur les Champs-Élysées, Marianne ? Alors, je savais que c'est après la Première Guerre mondiale, voyez-vous. Merci, voyez. C'est l'oral du bac aujourd'hui. C'est ça. En fait, c'est la session de rattrapage. Alors, le Mercosur, ça va être pour vous, Marc. Donc, depuis le week-end dernier, la contestation monte sur cet accord de libre-échange signé entre l'Union européenne et les 4 pays d'Amérique du Sud qui forment le Mercosur. C'est un accord dont on n'a pas fini de parler. Ici même, d'ailleurs, d'un point de vue, pas plus tard que mardi dernier, on essayait de se demander quelles étaient un peu les conditions et on avait du mal, il faut bien l'avouer, à répondre. Une question peut-être plus globale reste ouverte. C'est ce type de traité qui va concerner quelques 770 millions de personnes et un quart du PIB mondial. Est-ce bien raisonnable ? Aujourd'hui, faut-il en permanence exporter davantage ou au contraire arrêter cette course à la mondialisation ? Le président français, qui sent bien la contestation monter, a dit ceci, c'était mardi. Pendant trop longtemps, il y a eu une naïveté libre-échangiste qui a parfois, en effet, été complètement contradictoire avec l'ambition climatique et qui a déséquilibré des secteurs. C'est terminé. Mais il ne faut pas non plus qu'il y ait, de l'autre côté, une espèce de néo-protectionnisme qui s'installe en disant « l'autre est forcément mauvais ». On en parle tout de suite, mais on écoute avant l'ancien Premier ministre, Dominique de Villepin. Alors lui, justement, il dit on ne peut plus signer ce type de traité comme on le faisait avant. On l'écoute. Le libre-échange peut apporter un certain nombre de réponses, notamment aux économies les moins développées. Donc je pense que nier aujourd'hui les effets du libre-échange ne me paraît pas correspondre à une réalité. Néanmoins, on ne peut pas faire comme avant. Ce n'est pas n'importe quel libre-échange qui est acceptable. C'est un libre-échange maîtrisé, organisé et garanti. Alors, Marc Landré, fini le temps du libre-échangisme BA ? Ne serait-ce que pour des questions environnementales, oui, et parce que l'évolution de la société est telle qu'aujourd'hui les peuples n'acceptent plus ce qu'ils acceptaient avant, ou du moins ce sur quoi ils fermer les yeux avant. Je pense aux conditions climatiques, aux conditions effectivement environnementales, aux conditions sociales, au-delà des simples conditions commerciales. Donc oui, on ne peut plus faire des traités de libre-échange comme on les faisait avant. Et là, ils ont eu un train de retard parce qu'il a été négocié pendant 20 ans ou 19 ans. Oui, mais le texte tel qu'il a été signé n'est pas celui qui a été mis en discussion il y a une vingtaine d'années. Donc, et il y a un certain nombre de contreparties, effectivement, qu'on ne connaît pas ou dont on n'est pas capable, en tout cas moi, j'en suis pas capable aujourd'hui, et je mets au défi quiconque de dire oui ou non, de dire est-ce qu'elles sont réelles ou pas. On l'a pas formellement. Non, puis en plus le texte, il faut qu'il soit ratifié, oui. Il faut qu'il soit rediscuté. Il y a comme pour un texte de loi, ça renvoie à d'autres discussions de précision ultérieure. Donc c'est très compliqué. En vérité, on juge aujourd'hui, ou on se positionne par rapport à un texte d'ensemble, un équilibre d'ensemble, mais dont on ne connaît ni les finalités, ni les appendices. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué et ça devient quasiment aujourd'hui, dans notre société contemporaine, un débat idéologique pour,
contre, sans nuance. Gabriel Cluzel, vous êtes favorable au Mercosur déjà sur le plan général? Alors, moi, mon opinion à titre personnel, non, mais cela dit, ce qui m'interpelle, comme on dit maintenant, c'est de voir Emmanuel Macron dire mardi être un peu dans l'en même temps, alors que la veille, vous me direz qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, mais la veille, il s'y disait extrêmement favorable. Moi, ce qui m'étonne, c'est que finalement, les résultats des 2 dernières élections européennes ont montré 2 choses. Que les gens voulaient plus de frontières, plus de souverainisme, plus de protection, on peut dire ça comme on veut, et plus d'écologie. Et là, ce qui est sûr, c'est que le Mercosur, ça ne donne ni l'un ni l'autre. Donc c'est un peu curieux. C'est vrai qu'on n'a pas l'accord dans sa totalité. Néanmoins, ça met en exergue par les réactions ce dont les gens ne veulent plus. Et ils ne veulent plus de ce libre-échangisme, de ce libre-échange qui, notamment, fait de l'agriculture l'éternelle variable d'ajustement pour d'autres industries. Donc ça, les agriculteurs, on passe notre temps à dire qu'on va les défendre, mais avec ce type d'accord, quand même, importer du bœuf en France, il faut y aller. Moins avec cet accord que ce qu'on importe aujourd'hui. Oui, alors on va en importer moins, et le seul problème, et on le sait tous, c'est que les normes là-bas en matière phytosanitaire sont pas les mêmes. C'est indépendant d'accord. Il y a les normes phytosanitaires en Europe. Non, vous n'en savez rien, vous pouvez pas nous dire. Non, mais là pour le coup, il y a des normes phytosanitaires en Europe qui interdisent l'importation de telle ou telle marchandise. Vous irez le vérifier. Moi, je ne vais pas la vérifier, mais pour ça, on paye des impôts. Il y a des fonctionnaires, qu'ils soient français, européens ou dans les autres pays, qui sont là pour appliquer les règles. Encore faut-il une bonne volonté. Non, mais pas plus hier qu'aujourd'hui. Du pays pas plus demain qui exporte. Non, mais il y a. Vous me dites, c'est comme si vous me disiez, finalement, ce traité ne va rien changer en la matière. Non, sur les importations, je suis désolé, sur les importations de bovins et de volailles, c'est vrai. Ce que ça va changer, c'est pour les agriculteurs du Mercosur qui vont augmenter leurs marges. Parce que des quotas ont été fixés qui prévoient d'importer moins de viande bovine, de viande volaille que ce qu'on en importe aujourd'hui. Simplement, eux gagneront plus d'argent parce que les droits douanes vont être baissés. Donc sur le côté invasif de l'agriculture du Mercosur, enfin d'Amérique du Sud, non. Oui, mais alors sur le côté, non. Parce que invasif, vous jouez un petit peu sur les mots, mais sur le côté qualitatif qui est lié aussi au prix, à la façon dont ce sera vendu, on demande à nos agriculteurs plus de qualité, tant en termes de goût qu'en termes d'écologie, et qui ira vérifier? Moi, encore une fois, je le répète, Gabriel, j'ai des doutes. Pardon. On fait un tour de table et puis on parle dans le détail. Déjà, Lucie Schmitt, sur le côté, on l'a évoqué, l'écologie, la contradiction avec ce qu'on résume simplement. On va faire des milliers de kilomètres à des marchandises alors qu'on demande de produire local et de se restreindre sur nos déplacements. Dans les lois diverses et variées qui Oui, il y a un sujet d'empreinte écologique. Après, il y a autre chose qui est important à souligner, c'est que la Commission européenne a un pouvoir en fait qui lui est délégué en matière de commerce international, et donc elle a un mandat, et souvent c'est un mandat assez vague, pour la négociation de ces accords de libre-échange. Donc c'est une grande tradition européenne, et là-dessus c'est intéressant ce que dit Dominique de Villepin, avec lequel je suis assez d'accord en l'occurrence, qui est que évidemment on ne peut plus faire du libre-échange comme avant. Il y a l'aspect environnemental, mais il y a aussi évidemment le fait que nous on souhaite transformer notre propre agriculture, c'est-à-dire qu'on fixe des contraintes à nos agriculteurs qui sont des contraintes beaucoup plus fortes. On a transformé la PAC, par exemple ce que dit Marc sur le fait que c'est pas le même accord de libre-échange qu'il y a 20 ans, mais la PAC n'est pas la même qu'il y a 20 ans. Et donc les contraintes sont extrêmement fortes, notamment en ce qui concerne les éleveurs, qui souffrent énormément aujourd'hui, qui souffrent aussi sur la production de produits laitiers, etc. Et on sait que déjà il y a un problème d'asymétrie, effectivement, entre les importations venues de ces pays et la production de viande. Donc en fait, en garantissant des quotas, d'une certaine manière, on reconnaît qu'il peut y avoir asymétrie. Donc moi, je trouve que ça pose un problème de principe. Et ce qui est très intéressant, c'est que les agriculteurs qui étaient présents sur un grand ensemble de listes européennes ont tous dit la même chose. Et les écologistes qui étaient aussi présents sur un grand ensemble de listes européennes. C'est assez drôle de se trouver les agriculteurs écolos au même combat. Pourquoi est-ce qu'agriculteurs et écologistes se retrouvent ensemble? Parce que les agriculteurs sont soumis donc à ces contraintes de transformation qui sont immenses. Parce que l'alimentation, c'est un sujet à la fois de consommation et un sujet économique. Et donc c'est là-dessus. C'est indépendant d'un accord de libre-échange. La transformation, elle est interne. Je n'avoue rien, mais ce que je dis, c'est que ce que je dis, c'est qu'il y a j'ai un sentiment de déni démocratique qu'une fois les élections passées, la Commission, se dépêche de finaliser. Donc je trouve que ça doit être ratifié après par les États et par le Conseil. Au moment où on est dans un point aveugle démocratique, ça arrive, et je pense que ça accentue encore les réactions avec l'impression que le résultat des élections européennes n'est pas respecté.
Bertrand Perrier. Pardon, il y a deux choses sur l'accord. La première, c'est qu'on est effectivement au tout début et qu'il va y avoir un processus de ratification qui va être extrêmement long et qu'il faut l'unanimité. Donc, on est déjà très loin de la mise en œuvre de l'accord. Quand bien même il serait ratifié, son caractère contraignant lui-même pose problème. On peut considérer, et certains considèrent, au regard des extraits que nous avons de cet accord, qu'il est purement facultatif et qu'en réalité, il n'a aucun impact. Il n'est pas contraignant sur l'environnement. Sur l'environnement, non, mais qui est l'essentiel, parce qu'il y a un nom qu'on n'a pas prononcé, qui est Bolsonaro. Parce que tout de même, tout se cristallise autour de ça. On fait un accord, nous, Européens, avec 4 pays, donc l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et le Brésil, avec Bolsonaro, qui est quand même un ovni politique, qui nous dit que la déforestation